Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du teaser de The Witcher, la série attendue sur Netflix entre octobre et décembre prochain à la louche. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'enrichir votre expérience du teaser, de revenir sur quelques points de débat peut-être, et enfin de partager avec vous mon propre ressenti sur ces premières images. Et pour commencer, un rappel qui peut paraître évident mais sans doute pas superflu, avec cette série, on parle bien sûr de l'adaptation des livres et non pas des jeux, puisque sinon ce serait une adaptation d'une adaptation, ce qui serait relativement casse-gueule. Cette première saison comptera 8 épisodes, et même si on ne connaît donc pas encore la date de sortie officielle de la série, on sait que les 8 épisodes seront tous disponibles en même temps, comme c'est la coutume pour toutes les séries produites de manière originale par Netflix. Personnellement, j'aurais préféré une diffusion hebdomadaire des épisodes, pas uniquement pour faciliter des vidéos épisode par épisode, même si c'est sympa, mais aussi pour permettre à la série de respirer et de faire parler d'elle sur une période plus étalée et de laisser le temps au bouche à oreille de faire son effet, surtout si elle est réussie. Si on s'en tient aux sous-titres de la version française du teaser, eh bien il a été décidé de ne pas traduire Witcher par sorceleur, qui est le terme utilisé dans la version française des romans. Alors je suppose qu'il s'agit de capitaliser sur la célébrité que le mot Witcher a acquise grâce aux jeux vidéo, même si moi je trouve que sorceleur ça sonne assez bien, ça m'est égal à vrai dire, Witcher, sorceleur, kiff kiff. De manière générale, ce teaser m'a donné envie de voir la série et m'a plutôt mis en confiance sur certains points et particulièrement sur le personnage de Geralt de Rive. Et oui, je dirais Geralt et pas Geralt, on s'en fout. Même si on continue forcément de voir Henry Cavill en costume pour le moment, tout se jouera avec la façon de s'emparer du personnage et de s'effacer derrière lui au cours des épisodes. Et ici, il me semble assez intéressant de rappeler que Henry Cavill est un énorme fan, un véritable fan de The Witcher, aussi bien des jeux qu'il a séchés apparemment que des livres, et c'est lui qui a insisté assez lourdement au début pour avoir une entrevue avec la showrunner et pour avoir une chance de décrocher le rôle. Ce n'est pas du tout Netflix qui allait le chercher, c'est Henry Cavill qui a voulu venir et il n'est pas là par hasard. En résumé, de mon point de vue en tout cas, si la série sait se faire suffisamment immersive, on oubliera assez rapidement qu'on a sous les yeux le puissant menton de Superman, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant d'yeux, justement, on constate en effet que Geralt a bien les yeux jaunes dorés, mais pas de pupille verticale comme celle d'un chat. Je pense qu'il faut surtout y voir la volonté de ne pas gâcher les scènes de jeu et d'émotion internes avec un élément trop marquant qui risque de trop capter l'attention du spectateur. Les cheveux, de leur côté, me semblent bien faits, et pour ce qui est des fameux muscles saillants de Cavill, je suis partagé. D'un côté, il faut bien admettre qu'un homme dont le quotidien consiste surtout à voyager, que ce soit à cheval ou à pied, à combattre assez régulièrement, à s'entraîner, mais aussi à manger sur le pouce en quantité variable selon les circonstances, aurait très peu de chances d'avoir un physique aussi massif, il serait sans doute plus nerveux et élancé. Pourtant, d'un autre côté, on sait également que Geralt de Rive est quand même plutôt balèze, et puis par ailleurs, il faut se souvenir de tous les traitements alchimiques par lesquels les Witchers passent, notamment durant leur jeunesse, leur entraînement, ce qui peut avoir un certain effet sur le corps, et puis il faut savoir que Henry Cavill a assuré lui-même toutes les cascades de la série, donc s'il est capable de manier l'épée avec fluidité, eh bien c'est un bon point pour lui. Même en dehors du tournage, Henry Cavill a passé sa vie une épée à la main, il en avait même plusieurs chez lui, et en résumé, un Geralt massif, pourquoi pas, ça le rend carrément intimidant. Au passage, je tiens à souligner qu'il est parfaitement normal de voir le plus souvent Geralt avec une seule épée. En effet, son épée d'argent est réservée à des créatures très rares et particulières, et généralement elle reste au fourreau, suspendue aux côtés de sa jument Ablette. Mais au fait, là, en parlant d'épée, si vous regardez cette vidéo sans être abonné à la chaîne, je pense que je vais être obligé de tester sur vous l'acier et l'argent, on verra ce que ça donne. Pour rester sur le personnage central, certains se sont plaints du médaillon de Witcher, trop plat à leur goût, mais il faut savoir qu'il correspond assez précisément à la description qu'en donnent les livres, et que la tête de loup stylisée en 3D est une invention des jeux. De manière générale, je suis carrément convaincu par les vêtements ou encore l'armure de cuir clouté de Geralt, alors que pour d'autres personnages, la garde-robe pose parfois problème. En effet, il faut bien dire que la plupart des costumes m'ont semblé assez peu remarquables, et quand je les ai remarqués, c'était sans doute avec un point de vue assez mitigé, voire carrément négatif. Par exemple, la robe de Tissaia de Vris, la mentor de Yennefer, me renvoie trop à un style presque victorien qui me fait penser davantage à Harry Potter qu'à l'univers de Witcher. Quant au pourpoint de cuir de sac à souris, il me semble trop neutre et ne donne vraiment pas l'impression que le personnage est un druide. Pour moi, ce costume n'est pas assez distinctif. Et évidemment, en termes de costume, le pire concerne les armures des soldats de l'Empire de Nilfgaard, qu'on pourrait éventuellement comparer à la peau fripée d'une couille de rhinocéros.
Ceci dit, est-ce que tout ça est vraiment si grave? D'abord, c'est assez subjectif, comme pour la robe que j'évoquais, et puis je pense que le mieux ce sera de juger sur pièce. Et puis concernant les armures des fameux soldats de l'Empire de Nilfgaard, s'ils sont souvent en mouvement, que c'est assez rapide, à la limite, je crois que ça peut passer quand même. Par ailleurs, d'autres costumes s'en sortent bien, comme ceux de ces soldats par exemple, ou à la limite ceux des dryades, même si c'est particulièrement difficile d'habiller des personnages aussi proches de la nature. Et pendant que j'y suis, oui, la meneuse des dryades a la peau noire, et alors, en quoi cela pourrait-il poser problème en termes de cohérence pour des créatures qui peuvent modifier la couleur de leur peau, et même éventuellement recueillir des humaines rejetées par leur communauté? Certes, je sais bien que les livres Witcher ont été écrits par un Polonais et qu'ils s'inspirent fortement d'un Moyen-Âge slave, mais d'une part c'est une adaptation, et puis de l'autre, la notion de race à l'ancienne ne doit pas vraiment apparaître dans le continent entre les humains, mais plutôt pour distinguer les espèces des autres, notamment les humains des elfes ou encore des nains, et c'est sans doute là que le racisme va plus s'exprimer dans un tel univers. Apparemment, d'après cette image, la magicienne de l'Empire de Nilfgaard, Fringilla Vigo, a également la peau noire. Encore une fois, personnellement, c'est le genre de point qui m'est totalement indifférent, et de là à affirmer que cela peut gâcher la série ou autre ineptie de ce type, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ceux qui se mettent dans des états pareils. Et pour rester sur un sujet apparemment épineux, en tout cas pour certains, parlons de Triss Merigold, qu'on aperçoit discuter avec un Geralt en convalescence. Alors oui, elle n'a pas les cheveux roux incandescents, mais plutôt auburn foncé, et alors, sans déconner, si l'actrice est convaincante, qu'est-ce que ça change ? D'ailleurs, pour revenir en détail sur cette question de la couleur des cheveux de Triss qui est si important, il faut savoir qu'au début, dans les livres en tout cas, ils étaient décrits comme châtains, sachant que c'est un mot qui peut avoir une connotation un peu différente en polonais apparemment, mais bon, ce serait plutôt du auburn relativement clair. Et puis ensuite, vers la fin des livres, c'est plus passé vers du auburn plus rougeoyant, mais franchement, à la limite, tout le monde s'en fout. Et pour vous parler franchement, quand je lis certains commentaires particulièrement haineux, rageux, bizarres sur internet, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ces petits rageux là sur leur clavier chez eux, en train de se dire « Oh, je m'étais touché le zizi sur la rousse du jeu, Netflix a cassé tout mon plaisir sensuel en changeant la couleur de ses cheveux, ah !» Et oui, c'est à vous que je parle, l'actrice semble avoir du charme et si vous l'aviez en face de vous, vous fermeriez bien vos gueules, ou au mieux vous lui diriez bonjour en bégayant, alors calmez-vous. Et pareil pour Yennefer, j'ai vu passer des commentaires agressifs sur le physique de l'actrice ou encore son origine, et je trouve ça tout bonnement hallucinant. C'est malheureusement représentatif de cette frange d'internet composée de ces tout petits merdeux frustrés qui se défoulent sur clavier dans un total manque de respect. Et puis surtout, quand on regarde ce teaser de manière dépassionnée, je trouve que la performance de l'actrice de Yennefer est justement ultra prometteuse. Et oui, l'écart est frappant entre la Yennefer jeune, battue et bossue qu'on pourra découvrir dans la série, ce qui est un ajout par rapport aux livres qui ne font qu'évoquer rapidement ce passé, et la Yennefer transformée et irradiant de sensualité et de contrôle. Évidemment, c'est la même actrice qui joue les deux versions. Et justement à ce sujet, ceux qui avaient la chance d'être présents à San Diego au Comic Con ont pu assister à une scène qui n'a pas été diffusée publiquement de Yennefer. Ils ont dit combien c'était juste et impressionnant. Alors du coup, si vous vouliez voir Megan Fox en mini-short, retournez regarder les Transformers, je pense que The Witcher n'est pas pour vous. Et au passage, pour appuyer ma position, une citation venant directement des livres, avec le point de vue de Geralt sur le personnage. Quant à Yennefer, si elle était attirante à sa manière, elle ne pouvait pas passer pour une beauté. Pour l'instant, de mon point de vue, sur la base des maigres éléments dont on dispose actuellement pour en juger, donc pas grand chose, un simple teaser, je crois que les castings des personnages de Ciri, Yennefer et Triss sont très convaincants. De toute façon, l'essentiel et de loin, c'est le jeu, l'interprétation, la capacité à faire surgir un personnage, à s'effacer derrière lui, à le servir pour qu'il vive dans l'imagination des téléspectateurs. Et il y a autre chose qu'un teaser ne permet pas vraiment d'évaluer, il s'agit de la musique, puisque si, comme moi, vous avez été légèrement déçu par celle du teaser, sachez qu'il ne s'agit pas du tout de celle de la série. En effet, comme pour de nombreux teasers, il s'agit d'une musique à part, toute faite entre guillemets pour les teasers. On peut d'ailleurs retrouver celle-ci sur la chaîne YouTube Audio Machine, et je vous mettrai un lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. La véritable bande originale de la série est composée par Sonia Belousova et Diona Ostinelli, et j'espère qu'on pourra s'approcher du génie slave qu'on trouvait dans celle The Witcher 3 notamment. Dernier point sur les personnages principaux avant d'oublier, c'est vrai, ce teaser ne montre pas Jaskier. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des tas de personnages importants qui ne sont pas montrés dans ce teaser, et Jaskier sera évidemment présent dans la série, quasiment à chaque épisode, si on en croit à IMDb, mais bon, il faut s'en méfier. Et je pense qu'il sera notamment là pour un petit peu apporter de gaieté, pour nous faire sortir du côté très dark, très sombre, que la série devrait avoir la plupart du temps. En effet, ce qui caractérise notamment la richesse de The Witcher, c'est l'ambiguïté morale de quasiment l'intégralité des protagonistes.
Geralt, par exemple, est souvent perçu comme un monstre sans cœur ni émotion, alors qu'il est certainement ce qui se rapproche le plus d'un semblant de héros, en tout cas dans un monde aussi réaliste et violent. Et Geralt est prêt à supporter cette réputation, notamment celle de boucher de Blaviken par exemple, si cela permet d'éviter un mal plus grand encore et des victimes un peu plus innocentes que celles qu'il doit envoyer lui-même dans l'au-delà. Selon moi, il ne fait guère de doute que c'est bien le fameux combat de Blaviken qu'on aperçoit et ça devrait bien piquer comme il faut. Yennefer est particulièrement insaisissable elle aussi en termes de moralité, et d'après certains retours, la série parviendrait à saisir cette notion d'incertitude, alors que le spectateur changera d'allégeance au fur et à mesure des épisodes, ne trouvant pas forcément des bons ou des méchants. S'il y a bien des parties de ce teaser qui m'ont vendu du rêve, ce sont celles qui concernent la chasse aux monstres, et particulièrement le terrible face-à-face entre Geralt et la Strige. Voilà bien un face-à-face particulièrement prenant et encore une fois complexe moralement dans le premier tome, et j'ai bien l'impression que la série a parfaitement saisi tout ça avec un monstre très dérangeant et effrayant. L'autre scène de monstre, c'est évidemment la Kikimore, ou Kikimora si vous voulez, qui surgit du marécage en toute fin de teaser. J'ai trouvé la créature bien dégueu comme il faut, quant à l'effet sur les yeux de Geralt, que certains trouvent cheap, personnellement il me convient très bien. Un petit mot sur le scénario maintenant, et pour bien comprendre l'essence de ce qui fait l'intérêt de The Witcher, on peut prendre l'équivalent des contes populaires, par exemple les contes de Grimm, mais dans une version un petit peu dénaturée ou encore plus cruelle, ou parfois un peu burlesque. Dans la ville de Blaviken justement que j'évoquais auparavant, on a une histoire, et notamment un personnage qui va se rapprocher d'une version assez hardcore de Blanche-Neige et les Sept Nains, et dans une autre nouvelle du premier tome de The Witcher, on a une version un peu déviante de La Belle et la Bête. Pour aller un peu plus loin et entrer sur le terrain du léger spoiler, ne vous inquiétez pas trop, même si je vous laisse le temps d'arrêter là éventuellement si vous le souhaitez, on peut remarquer dans ce teaser la reine Calante de Cintra en armure durant ce qui est très certainement la bataille du Marnadal qui oppose les troupes de Cintra à celles de l'Empire de Nilfgaard. Et vous reconnaîtrez peut-être l'actrice Jodie May qui a interprété la voyante Maggie la Grenouille dans Game of Thrones. Et pour les connaisseurs du livre, il semble assez évident qu'on retrouvera une grande partie des nouvelles du premier tome dans cette première saison, mais aussi des éléments qui viennent de tomes suivants, notamment pour pouvoir introduire assez rapidement les personnages de Ciri et de Triss. Il y aura notamment le dernier vœu qui correspond sans doute à cette brève scène de Yennefer, mais on reconnaît aussi Pavetta et la scène du banquet, et en étant très attentif, on peut même apercevoir le chevalier hérisson ou porc-épic, j'ai un doute, dans toute sa splendeur. Cette image ne peut pas correspondre à la loge des magiciennes, qui sont 12 en théorie, puisqu'on y voit des hommes. Il s'agit peut-être du chapitre des talents et des arts, mais ce groupe compte moins de membres dans les livres. Quant à la scène de l'orgie, elle correspond certainement au festival de Beltane, où Geralt croise Yennefer, sachant que c'est juste un rêve lié à un souvenir de rencontre dans les romans. Le visuel est parfois très prometteur, comme dans la forêt de Brokilon, cette scène de mort autour de l'attelage, et surtout, comme déjà souligné, pour les scènes de la Strige dont Geralt tente de lever la malédiction. De mon point de vue, même si ce teaser est loin d'être parfait, il est largement assez bon pour donner très envie de découvrir le produit final lorsque la série sortira sur Netflix, et évidemment je serai au rendez-vous pour vous proposer des analyses des épisodes, on verra à quel rythme quand le moment sera arrivé. Et ne vous inquiétez pas, soyez patients, je reviendrai évidemment dans les prochaines vidéos sur les nombreuses et assez excitantes annonces pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe et même au-delà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!